Voici un concept très en vogue qui cache un paradoxe. Et ses promoteurs sont nombreux à s'y fourvoyer. À parler d'ultra-crépidarianisme, nous pouvons parler d'amateurisme, de dilettantisme par opposition à l'expertise. Et rapidement, on peut dénoncer la mystification, la prétention, l'usage de sophismes, voire la tendance complotiste. Mais n'est-ce pas plutôt du pédantisme de la part de ceux qui usent de ce mot? Je vous propose de faire un point qui pourra bien vous surprendre. Et si ce qu'on appelle l'ultra-crépidarianisme était une vaste fumisterie intellectuelle, un de ces concepts foireux qui sert des causes élitistes? Actuellement, plus que jamais, l'une des questions est de savoir quelles sont les compétences réelles de ceux qui prétendent décider pour tout le monde, limitant les libertés, notre liberté. En 1870, un futur ministre avait écrit anonymement 60 pages intitulées « La République des imbéciles ». En 1995, Michel Crozier a écrit « La crise de l'intelligence ». En ce moment, les discours, les affirmations et les décisions politiques, contradictoires, embrouillées, malgré tous les secours médiatiques, vont dans le sens d'un discrédit des personnes en posture de gouvernance. Que pouvons-nous en faire ? Êtes-vous compétent pour parler de la République ? Qu'est-ce que vous y connaissez ? Faut-il être expert pour en parler, connaître la Constitution dans le texte ? Et concernant les finances, êtes-vous compétent pour parler d'économie ? Franchement, vous y comprenez quelque chose à cette histoire que les banques inventent de la monnaie pour faire des prêts sans aucun contrôle de l'État, et quand elles font faillite, en raison de l'incompétence des gestionnaires, ce sont nos impôts qui renflouent leurs caisses. Vous avez des idées sur le réchauffement climatique qui provoque le froid ? Vous avez encore des avis sur les déclarations contradictoires du président et de ses ministres ? Vous donnez votre avis sur ce nouveau vaccin contre la Covid-19 qui ne protège pas contre la contamination ? Vous avez des choses à dire sur les confinements répétés, les interdictions de sortir, les obligations d'écrire des autorisations à soi-même, les gestes dits barrières et le port du masque qui n'a aucun effet? À se demander pour qui nous vivons, à défaut de savoir pourquoi. Eh bien, si vous en parlez et commencez à mobiliser autour de vos propos, on peut penser que vous pratiquez l'ultra-crépidarianisme. Et puis ça va vite. Ne seriez-vous pas aussi quelque peu complotiste ? Cette pince culturelle tend à coincer des formes de contestation. Un mot savant digne d'une pièce de Molière qui en appelle à l'humilité de ceux qui protestent, tandis que d'autres s'emparent des commandes de l'existence et affirment savoir comment la vie doit être vécue. Et si ceux-là n'y connaissaient pas grand-chose et qu'ils pratiquaient eux-mêmes ce qu'ils dénoncent chez les autres? Un genre d'effet boomerang en quelque sorte. L'histoire, en quelques mots. Le terme ultra-crépidarianisme a été élaboré à partir de l'expression latine sutor ne supra crepidam, qui fait référence à la compétence du cordonnier, soit cordonnier pas au-delà de la sandale. Ce mot, impossible au Scrabble, aurait été utilisé en 1809 par William Hazlitt. La psychosociologie s'en mêle. L'idée serait voisine de la surestimation de ses connaissances et de ses compétences et apparentée à l'effet Dunning-Kruger. Sauf que ce n'est pas tout à fait la même chose. D'abord, l'ultra-crépidarianisme tendrait à définir la tendance à parler des choses dont on ne maîtrise pas les tenants et les aboutissants. Mais est-ce vraiment cela ? Par ailleurs, l'effet Dunning-Kruger serait un biais de la pensée qui concernerait autant les moins qualifiés dans un domaine que les plus qualifiés. Les moins qualifiés auraient tendance à s'exprimer en savants à propos des choses qu'ils méconnaissent, et les plus compétents auraient une tendance à penser que ce qui est évident pour eux devrait être facile à comprendre par tous. Les uns se surestimeraient, les autres se sous-estimeraient. Concernant l'effet Dunning-Kruger, je n'irai pas plus avant que de constater la généralisation. Même à coup de sondage, on généralise et on tire des concepts. C'est la fumisterie actuelle qui se répand à coups de justification de sondages et de pseudo-études psychosociologiques. La référence au cordonnier dans cette locution latine
tend à dévaloriser l'intervention d'une personne qui s'exprime sur un sujet qui n'est pas dans son champ de compétences. Ça doit vous arriver souvent. Voici l'histoire de référence. C'était dans les années -380, -350 en Grèce, un peintre nommé Apelle de Kos aurait pris pour habitude d'exposer ses œuvres à la vue des passants. Caché, et plutôt que d'en rester à ses seules appréciations, il écoutait les critiques des curieux. Un cordonnier aurait remarqué une erreur sur une anse de chaussure. Le lendemain, le même cordonnier, constatant que le défaut était corrigé, se mit à critiquer la jambe. L'artiste se serait montré et aurait dit au cordonnier de se limiter à la chaussure, parce qu'au-dessus, il n'y connaîtrait rien. Alors, pour cela, il convient de situer la discussion à l'époque où la sandale était essentielle. Elle était le confort pour un pied et une jambe bien tenus. Cette anecdote met plus en évidence la susceptibilité de l'artiste que l'incompétence du cordonnier. L'abus ici est dans l'usage de l'argument d'autorité de la part de l'artiste qui a prétendu museler le cordonnier, lequel s'exprimait légitimement sur ce qui lui était donné à regarder. À vouloir réduire au silence de manière péremptoire le badaud initialement sollicité, le peintre a montré un manque de cohérence. Souvenez-vous aussi de cette anecdote. Lorsque des experts se sont réunis pour résoudre un problème, ils ont tourné l'affaire dans tous les sens et n'ont trouvé que des solutions qui ne résolvaient rien. Et soudain, l'ignorant est entré dans leur salle de conférence et il a indiqué comment faire. Il est ainsi pertinent de donner la parole aux soi-disant incompétents. Vous connaissez la formule affirmant que le cordonnier est le plus mal chaussé. Ne voyez pas là de la négligence de la part du chausseur. Cette expression sert à justifier des incompétences. Mais à l'époque où le cordonnier était en effet le plus mal chaussé, c'est parce qu'il n'avait pas les moyens de se payer sa propre production. Défiez-vous donc de ces gens qui vous disent d'être humbles en raison de votre inculture. C'est sans aucun doute qu'ils tentent de prendre un pouvoir sur vous, sinon ils feraient œuvre de pédagogie sans contrainte. On comprend l'importance des cordonniers que l'on pouvait voir dans leurs vitrines à découper, clouer, coudre les cuirs, languettes, contreforts, talons et semelles. Ils ont été souvent appelés dans les discours sur la compétence. Nous avons vu plus haut pourquoi. Ici, j'en appelle à un autre auteur pour qui la liberté d'expression n'était pas un obstacle à l'exercice de la liberté de décision. Voici ce que disait Michel Bakounine en 1870 à propos du rapport à l'autorité. Lorsqu'il s'agit de bottes, j'en réfère à l'autorité du cordonnier. S'il s'agit d'une maison, d'un canal ou d'un chemin de fer, je consulte celle de l'architecte ou de l'ingénieur. Pour telle science spéciale, je m'adresse à tel savant. Mais je ne m'en laisse imposer ni par le cordonnier, ni par l'architecte, ni par le savant. Je les écoute librement et avec tout le respect que mérite leur intelligence, leur caractère, leur savoir, en réservant toutefois mon droit incontestable de critique et de contrôle. Et oui, la conception véhiculée actuellement par l'ultra-crépidarianisme tend à délégitimer chacun face à la prétention des experts à décider de son existence, de l'existence de tous. Ceux qui critiquent les citoyens qui s'expriment et se font entendre à tout propos, qui en fait les concernent, ne sont-ils pas eux-mêmes dans le prisme où ils voient les autres? Et plus encore, eux qui veulent tout régenter des vies en ne consultant que ceux qu'ils considèrent compétents, à l'exclusion de tous ceux qui sont concernés, ne sont-ils pas aussi des toutonomistes? Autrement dit, des gens qui prétendent tout régenter de nos vies. Ne pourrais-je donner mon avis sur ce que je vois, ce que je ressens? Ne pourrais-je discuter une décision médicale alors que je vais être opéré? Ne pourrais-je donner mon avis sur les investissements publics alors que je paie des impôts? Etc. La liberté de décision
peut être exercée dès lors que l'information de qualité est partagée. Sinon, c'est l'arbitraire de ceux qui se prétendent experts ou qui revendiquent être en droit de décider pour autrui des manières de vivre, avec leur conception étriquée des choses, voire leur incompétence cachée qui tendent à être imposées. L'ultra-crépidarianisme n'est pas tant de parler de choses que l'on ne connaît pas. Pour ne pas y perdre le latin, l'argument se retourne contre ceux qui veulent disqualifier ceux qui exigent le droit à la parole et en usent comme ils peuvent quand ils sont empêchés. En réalité, M. Étienne Klein, dont j'apprécie bien de nombreuses vidéos, le néologisme dont on ne voudrait pas sur le jeu tabou, l'ultra-crépidarianisme, a son effet ad hominem. Il sert à couvrir un système d'autorité qui tente à clore les débats et faire monter les tensions et les conflits dans la société. Donnons nos avis sur tout, polémiquons, débattons, réfléchissons, œuvrons avec la raison. Quant à la manière de vivre, c'est la gouvernance qui doit s'adapter, pas la citoyenneté. Parlons de ce qui nous concerne sans restriction, réfléchissons ensemble, partageons nos idées, usons de nos fantaisies et de la raison, influençons les décisions, confrontons nos points de vue, participons aux décisions. Dans tous les cas, nous n'aurons tous de la vie qu'une expérience d'amateur. Alors, pour ce moment de disqualification d'un mot qui vise à nous disqualifier dans le débat public, je vous remercie de votre attention. C'est avec les mots que l'on apprend le plus. Restez libre. Et abonnez-vous à Mediator.tv. À bientôt.